Aujourd'hui, on va avoir un invité super spécial, c'est un avocat spécialisé dans le secteur de la construction. Et aujourd'hui, on va parcourir le process entre l'accès à la profession pour créer sa boîte, pour bosser dans le secteur de la construction, jusqu'à la réception de chantier. Allez, c'est parti. Bonjour Alexandre, Bonjour Anthony, bienvenue chez Vertiosa. merci de m'accueillir. On a voulu que tu viennes parce que les entrepreneurs de la construction en général, et surtout en Belgique, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, ils ne sont pas toujours à l'aise avec les aspects légaux. Mhm. Moi, ce que je propose, c'est qu'on parcourt de la création de la boîte au niveau peut-être des accès de à la profession jusqu'à la réception du chantier. On va parcourir deux, trois points qui me semblent essentiels par rapport à tous les clients qu'on rencontre chez Vertiosa. Pour commencer, présente-toi, qui tu es, le bureau, quelle plus-value t'apporte tous les jours aux entrepreneurs de la construction. Donc, je m'appelle Alexandre Cassard, je suis associé au sein du cabinet Lexing Belgium. Donc, Lexing Belgium représente une grosse trentaine d'avocats sur 4 sites différents, donc Liège, Namur, Charleroi et Bruxelles. Moi, je suis basé à Charleroi, je suis l'associé responsable du bureau de Charleroi. Et on est divisé en deux pôles. Un pôle qui intéresse particulièrement aujourd'hui, qu'on appelle structure et qui est le pôle de droit immobilier. Et puis on a un autre pôle qui s'appelle Creativity et qui lui est plus lié aux nouvelles technologies. Et tu as des tailles de clients, Alors la taille de client, c'est la PME jusqu'à la multinationale. d'accord. On a comme client, enfin on est consulté par la plupart des gros acteurs Mhm. en région wallonne en tout cas, et par quelques vraiment gros poids lourds de la promotion immobilière. Peut-être commencer par le process au niveau des accès à la profession. Euh, on voit, et j'en faisais partie il y a très longtemps, des entrepreneurs ambitieux, ils veulent se lancer, ils n'ont pas les accès. Est-ce qu'il y a une possibilité de se lancer sans les accès? C'est quoi les risques? Alors donc, l'accès à la profession est issu d'une législation qui est devenue régionale, ce qui pose déjà un problème parce que, par exemple, ces accès à la profession n'existent plus en Flandre. Et donc, il y a une distorsion de concurrence puisque les entrepreneurs flamands n'ont plus ce barrage-là s'ils viennent travailler sur des chantiers en Wallonie. Donc ça, c'est un problème qui a déjà été dénoncé, mais pour lequel il n'y a pas encore de solution. Premier point. Et l'objectif de l'accès à la profession est un objectif de sécurité publique, s'assurer que des gens compétents puissent travailler sur les chantiers. Donc il y a une législation qui prévoit qu'il faut des accès à la profession pour toute une série de travaux, donc les travaux de gros œuvres, les travaux d'électricité, etc., etc. Et on peut avoir accès relativement facilement en passant certains examens ou en démontrant qu'on est titulaire de certains diplômes. C'est le Donc, fameux jury central, ça. oui, il y a moyen d'avoir ça avec le jury central. Il y a des espèces d'équivalences. Par exemple, quelqu'un qui a fait ingénieur civil en construction peut d'office avoir accès à toutes. Donc, si un ingénieur civil lance une boîte, même s'il n'est jamais monté sur un toit, bah, il pourrait avoir les accès à la profession en matière de toiture, parce qu'il est censé avoir fait les études pour ce faire. Donc, c'est relativement facile à obtenir. Et c'est vraiment très important si on se lance, en tout cas en région wallonne, parce que comme c'est une matière qui touche à la sécurité publique, le gros risque qui est lié quand on se lance dans un chantier sans avoir les accès à la profession, donc sans avoir les accès à la profession pour cette activité-là, on peut tout à fait avoir l'accès pour le gros œuvre, par exemple, et puis commencer à faire une toiture. Ça va quand même poser problème parce qu'on n'a pas l'accès à la profession pour la toiture. Le gros risque, c'est la nullité du contrat. Et donc ça, c'est une nullité du contrat d'ordre public. Donc, bah, on prend le contrat, on le met à la poubelle. Et donc, ça veut dire quoi si le client est en train de, enfin, l'entrepreneur est en train de construire la maison Oui. et il a fait la toiture et le client ne pourrait pas payer? Donc, non, alors Non. ça, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Le, le client, bah, souvent, ça arrive au moment où il y a un problème. Donc ça, on arrive à un sinistre, on arrive devant le juge et là, il y a un avocat qui regarde en disant: «Ah, mais attention, vous n'avez pas les accès à la profession». Donc, typiquement, toutes vos clauses dans le contrat d'entreprise, toutes les clauses qui, par exemple, prévoiraient une limitation de responsabilité ou des délais, des pénalités de retard en cas de paiement en retard ou un certain formalisme pour rompre le contrat que le client n'aurait pas respecté, bah, tout ça part à la poubelle. Alors, on retombe sur les principes de base de droit. Et donc là, effectivement, si le toit a été construit, le client doit payer le toit. Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Il a un toit, il ne l'a pas payé, Ouais, ça ne d'accord. va pas. Mais euh, on va retirer à ce moment-là la marge. Parce que comme l'entrepreneur a commis une faute d'ordre public, hein, on parle de sécurité publique, même s'il n'y a pas de risque concrètement que le toit ne s'effondre,
Donc on va retirer la marge parce que l'entrepreneur ne peut pas faire de bénéfice sur cette «fraude» entre guillemets. Incroyable. Et donc là, on arrive très souvent à des expertises où une des questions posées à l'expert, c'est: «Quelle est la marge? Quelle est la marge sur le chantier?» Alors l'expert, souvent c'est une évaluation au doigt mouillé en fonction de, c'est 10-15-20. Plus on va loin en général dans les parachèvements, plus on va dire que la marge est importante, par rapport à des travaux bruts comme du gros œuvre. Et donc, vous risquez, enfin un entrepreneur, Ouais, sans c'est les accès à la profession vaut mieux pas prendre va de perdre son chantier si on bénéfice, n'a quoi. pas les accès. Voilà. Et à l'époque où j'avais mon entreprise, moi, j'avais pas les accès peut-être j'ai du coup mal fait. J'avais pas les accès, en électricité et j'ai réglé ça de 2 façons. La première façon, c'est que j'ai sous-traité par un électricien. Est-ce que c'est toujours bon ça? Oui, ça c'est bon. Ouais. À partir du moment où on a un électricien qui intervient, et d'ailleurs souvent les entrepreneurs généraux n'ont pas, les accès à la profession pour tout, c'est souvent plutôt, je sais pas, terrassement, gros œuvre et peut-être toiture. Et puis après pour tout ce qui est, parachèvement, HVAC, électricité et cetera, ils font appel à des sous-traitants qui, eux, ont les accès. Et les accès à la profession doivent être distingués de 2 choses. Un, les connaissances de gestion, les capacités de gestion, qui elles sont liées au fait de créer une entreprise en tant que telle. Ça, c'est une autre législation. Et puis après, les agréments. Donc, il y a des entreprises qui ont des agréments pour faire certains travaux, et ça, c'est utile pour les marchés publics. Et c'est indépendant des accès à la profession. Alors, il y a un lien évidemment entre les deux, puisque si on a les agréments, a priori, on pourrait avoir les accès à la profession, mais c'est vraiment une question de formalisme. Moi, j'ai eu un dossier, j'ai annulé le contrat, je défendais le maître de l'ouvrage, j'ai annulé le contrat pour un toiturier, et le type dit: «Mais ça fait 25 ans que je suis sur les toits». Et je dis: «Oui, mais vous n'avez pas rempli le formalisme, donc votre contrat est nul, et donc c'est 20 en moins ou 15 en moins, sur, la facture finale, plus les malfaçons». Et donc dans ce cas-là, est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière et Non, non, il faut vraiment faire ça, quoi? ouais, c'est vraiment très important de le faire dès le début, On mettra le lien dans la vidéo pour que tout le monde aille vérifier s'ils ouais. sont en ordre. Mais après on va dire qu'on a créé sa boîte, j'ai l'impression que la première action qui touche au légal, c'est, le devis. Oui, Et là, j'avais quelques questions. Hem, j'ai l'impression que c'est assez vaste. Nous, ici, chez Virtuosa, on a, la plupart des clients qui envoient des devis et il y a l'en-tête, il y a le détail avec les prix, il y a les totaux et puis il y a les conditions générales. Et puis, il y en a d'autres qui ont des contrats parce qu'ils travaillent pour des architectes, des marchés publics et là, c'est encore un autre monde. Déjà, revenons au devis. C'est quoi les, hem les points les plus importants à mettre dans son devis en tant qu'entrepreneur pour, être serein sur des points, à haut risque, je oui. dirais? Hem, Donc, dans le devis, il y a plusieurs éléments qui sont importants, et tu en as cité quelques-uns. Il y a d'abord l'identification de l'entreprise, hein, tu as parlé de l'en-tête, donc c'est ce qu'on appelle les mentions légales. On le client, le maître de l'ouvrage, surtout le consommateur, doit savoir à qui il s'adresse. Et donc parfois, c'est vrai que c'est pas très clair, il y a un nom commercial, mais derrière c'est une personne physique, on n'a pas le numéro BCE qui apparaît, il faut, identifier très clairement l'entreprise ou la personne avec qui on va contracter. Donc ça, c'est un premier point. Puis il y a le côté plus business qui va être vraiment, le devis, là, il faut que le mesurage soit précis, il faut que les prix soient indiqués correctement. S'il y a des délais, les délais doivent être indiqués. C'est toujours bien de mettre un délai de validité de l'offre. Donc ça, en plus, c'est intéressant d'un point de vue business parce que ça met un peu de pression sur le client. Puis, pour l'instant, je crois que ça se calme un petit peu, mais on a connu une grosse volatilité des prix dans les matériaux. Et donc, c'est très important de mettre des délais de validité de l'offre parce qu'on va peut-être avoir des doublements, voire des triplements dans certains cas pour certains matériaux qui peuvent avoir un impact. Et puis, tu l'as dit, les conditions générales ou les contrats. Alors, les conditions générales ou les contrats, en fait, c'est la même chose. C'est juste que la forme est un peu différente. Dans les conditions générales, c'est ce qu'on appelle les contrats d'adhésion, c'est-à-dire, voilà mes conditions générales, vous les acceptez, point. C'est la même chose qu'un contrat en sens que ça a les mêmes effets, mais c'est vrai que dans un contrat, on a plus tendance à dire, voilà, à lire à déjà. lire et un peu à proposer, des choses. Et qu'on a qu'on opte pour l'une ou l'autre, stratégie, c'est OK, il y a pas de problème. Ce qui est important, et à nouveau, c'est encore plus important quand on s'adresse à des maîtres de l'ouvrage particuliers, c'est s'assurer que les conditions générales ou que le contrat ont bien été acceptés. Ça, c'est vraiment idéal avec la signature, donc
Donc ça, si on sait mettre, par exemple, le devis et puis les conditions générales et faire signer les 2, ou le contrat et faire signer les 2, bah, ça, c'est vraiment idéal. Mais beaucoup de gens n'aiment pas ça parce que d'un point de vue commercial, c'est lourd et puis ils n'aiment pas avoir des signatures. Bon, moi, c'est un frein que je trouve, Ouais, énorme quand même. ouais, qui peut être important, mais d'un point de vue sécurité juridique, c'est beaucoup mieux C'est ça que je voulais dire, d'avoir la signature. c'est super important d'avoir cette Oui, signature pour la suite, quoi. parce que si on ne l'a pas, donc de 2 choses l'une, ou les conditions générales étaient fournies avec le devis ou le contrat et donc ont été portées à la connaissance et il n'y a pas nécessairement eu de remarques et donc le fait de contracter, on peut dire que ça entraîne acceptation parce que ça a été porté à la connaissance de la personne et donc à ce moment-là, il faut au moins une mention sur le devis, parce qu'en général, le devis, lui, est signé ou accepté explicitement. Il faut au moins une mention sur le devis qui dit que les conditions générales sont jointes. D'accord. Alors, ce qui arrive également beaucoup, mais ce qu'on ne recommande évidemment pas, c'est que sur le devis, il est indiqué: «Les conditions générales vous sont communiquées à première demande ou sont disponibles sur le site web». Ça, c'est à proscrire parce Elles que à peuvent ce changer, elles peuvent changer d'un et 2, c'est pas nécessairement certain que l'information ait vraiment été présentée ou que c'est ça. le consommateur a pu en prendre connaissance. Et les juges sont quand même fort protecteurs, en cas de litige, du consommateur. Alors pour le maître de l'ouvrage professionnel, c'est un petit peu différent, où on va plus facilement accepter qu'on fonctionne avec des conditions générales, comme celle-là là, on va plus arriver dans des problèmes de conflit de conditions générales puisque chacun va venir avec ses conditions et ça, Ouais, tout c'est à fait. encore un autre débat. Tu parlais de l'évolution des prix des matériaux. C'est quoi cette fameuse clause qu'on peut mettre, parce que je pense que tout le monde n'a pas dans les, donc nous, chez Virtuosa, on protège fort l'entrepreneur. On veut tout faire pour que l'entrepreneur se sente bien. C'est quoi la fameuse clause qu'on peut mettre pour éventuellement, s'il y a vraiment le polyuréthane qui explose, et que ça triple le prix, bah, pouvoir en parler avec le client et lui proposer une plus-value, enfin une plus-value, Ouais. un supplément, par rapport à ça. J'ai un doute que ce soit dans toutes les conditions générales de nos clients. Par contre, ils pourraient rajouter ça. Nous, chez Virtuosa, on a les conditions particulières. Tu veux rajouter quelques petits trucs dans la première partie du devis, bah, tu peux. Est-ce que c'est possible? Enfin, voilà. Alors, les modifications du contrat en cours de route, sont très fort encadrées parce que le prix est une condition essentielle et donc si le prix, change, ça peut être embêtant. Alors il y a plusieurs possibilités pour, atteindre l'objectif bah, de s'adapter aux évolutions du prix du marché pour éviter que l'entrepreneur ne soit pris à la gorge. Et la première possibilité «douce» entre guillemets comme tu le disais, s'il y a une évolution du prix du marché, on se remet autour de la table, on discute et là on discute de bonne foi et on essaie de trouver une solution. Ça, c'est une première type de clause qu'on voit dans certains contrats pour, rouvrir la négociation et en fonction de changements. Puis il y a des modifications plus «mécaniques» entre guillemets, et là c'est vrai qu'on les trouve très rarement dans les contrats avec des maîtres de l'ouvrage ou des maîtres de l'ouvrage particuliers. Ce sont plus des clauses qu'on va retrouver à la limite dans des grands contrats ou dans des contrats, voire des contrats, internationaux, où là on va faire des évolutions de prix, en fonction de certains indices. Donc il y a certains indices, par exemple le prix du béton ou, le prix de l'acier inox, des choses comme ça qui vont évoluer. Rien à voir avec les formules de révision dans les marchés publics? C'est Alors les formules de révision de prix dans les marchés publics, c'est encore autre chose. Ça, c'est prévu par la législation en matière de mais modifier un en fait, le principe, c'est que le contrat fait la loi des parties et donc modifier le contrat en cours de route, c'est compliqué. Maintenant, ce sont des clauses qu'on ne voyait pas quand j'ai commencé à travailler, il y a une grosse dizaine d'années maintenant. On ne voyait très peu ce type de clause dans les contrats d'entreprise. Même dans des contrats dans des grosses entreprises, ou alors vraiment, de manière très limité, quoi. limitée, plus pour rouvrir la négociation. Mais là, ça fait quelques années et nous, on a beaucoup de demandes en disant: «Est-ce qu'on peut, implémenter ce type de clause?» Et c'est vrai que la législation n'a pas spécialement évolué, mais en tout cas, au co d'un point de vue, judiciaire, il y a un peu plus de souplesse à cet égard parce qu'on se rend bien compte que les entrepreneurs sont sous pression. Mais c'est Nous, chez quel Virtuosa, ce qu'on propose, c'est qu'en fait, on a,
on a l'ouvrage détaillé, par exemple, fourniture et pose d'un bloc béton, et bien que le client puisse voir, la pose, le bloc, le ciment, et on n'a pas besoin de faire ça pour tous les postes, mais pour les postes qui sont comme le métal ou le polyuréthane, qui bougent tout le temps, peut-être mettre ses prix de fourniture en évidence et puis venir avec plusieurs offres, de marchands de matériaux, et ça aide à la négociation, être vachement transparent versus l'entrepreneur qui met un forfait 12 000 € et je te fais tout, quoi. Ouais. Là, c'est compliqué, j'ai Ouais, ouais, l'impression ouais, tout à de fait. renégocier, c'est tellement flou pour le client. Oui, Heu, oui, donc ça, c'est vraiment idéal, mais il faut quand même déjà un certain degré d'informatisation Tout à fait. et d'organisation pour aboutir, parce que je pense que la plupart des devis se font un peu au doigt mouillé, hein, Oui, donc c'est ça. Et là, on a dans Virtuosa, on a la bibliothèque de prix, et cetera, et ça aide vraiment à aller affiner ça. Puis j'avais une question, concernant la signature. oui. C'est quoi la validité d'une signature? J'ai l'impression que c'est juste un dessin d'une personne. Est-ce que, enfin, tu vois, par rapport à ça, nous, on a contré ça chez Virtuosa avec, la signature électronique, et on a un certificat d'authentification avec l'IP, et cetera. Alors ça coûte, 1,50 € la signature parce qu'on a intégré avec un autre système. Heu, mais moi, pour moi, ça a énormément de valeur de faire ça parce qu'on a vraiment un certificat de signature, et les entrepreneurs se disent: «Bon, c'est pas grave». Mais voilà, pour 1,50 €, Ouais, je ouais, trouve ça, hyper c'est une important de sécurité en ouais, plus, ouais. Et on a beaucoup travaillé sur les questions de signature électronique, au sein du cabinet, dans la partie, plus, technologie. Et l'exemple que je donne toujours, quand j'interviens en conférence là-dessus, c'est qu'en secondaire, j'avais un copain qui, pour 5 € imitait la signature des parents dans les bulletins. Le gars est expert comptable maintenant et heu et donc quand est venue toute cette idée de signature électronique et qu'il y a eu une crainte très importante du législateur par rapport à la signature électronique, je me dis: «Mais c'est complètement débile, n'importe quel gamin pour 5 € imite, une signature, alors qu'avec la signature électronique, on a un degré de sécurité concernant l'identification de la personne et en plus, on peut mettre des étapes, d'approbation, le SMS, le qui truc, sont, vraiment, sans commune mesure. Mais la signature papier reste quand même le la plus courante. la plus courante et pour qu'il y ait une signature, enfin, il y a toute une la législation prévoit l'équivalence de la signature électronique avec la signature, papier et donc ce que tu expliques, c'est de ce qu'on appelle une signature électronique avancée qui offre pas mal de sécurité et qui va être l'équivalent, d'une signature manuscrite. L'idéal, c'est la signature vraiment avec la carte d'identité électronique, Oui, mais bon, c'est c'est un avancé, peu avancé. lourd, avancé, c'est une signature ce qu'on appelle une signature électronique qualifiée et donc pour, contrer une signature électronique, comme tu l'as décrit, une signature électronique avancée, il faudrait prouver que le processus est embêtant, enfin est entaché d'un vice. Mais d'un point de vue, légal, ça va être beaucoup plus difficile de faire ça, que de contester la validité d'une signature électronique une signature papier. Parce qu'une signature papier, on fait une inscription de faux, il y a un expert graphologue qui arrive, il est très, très embêté alors qu'une signature, informatique, bah, il y a les logs d'accès, il y a la double authentification et la confirmation par SMS. C'est quand même beaucoup Allez, plus sécure. super, ça rejoint ce qu'on pense chez Virtuosa. Voilà. Cool, cool. Hem, plus ou moins dans le même registre, bah, après le devis, le chantier commence, et là, j'ai envie de parler, des avenants, des suppléments, avec ce même sujet de signature. Nous, on a un peu de stats, chez Virtuosa, et il y a, moins de 20 des avenants qui sont réellement signés. On a également chez Virtuosa mis la signature électronique dans les avenants pour faciliter ça, donc ça commence à évoluer. Hem, mais le risque quand j'étais entrepreneur, c'était moi je faisais signer mes avenants. De plus, quand j'avais des gestionnaires, c'était obligatoire, sinon il y avait une double crainte. C'est OK, le client me demande, un ouvrage supplémentaire, des prix supplémentaires, et cetera. Heu et je me dis: «S'il signe pas, beh, après s'il me dit: "Je t'ai rien demandé", c'est quand Ouais, même bizarre, quoi». Et donc qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça pour conscientiser ou rassurer, ouais, ouais, ouais. sur Alors ça son risque, en fait? alors ça, on aboutit dans des questions de preuves, en fait. Si jamais il y a un litige, à nouveau, «Je ne t'ai pas commandé ça, on s'est pas mis d'accord sur ce prix-là, vous avez retiré ça du chantier, mais en fait, il fallait pas». On aboutit à des questions de preuves. Donc on reconstitue dans un litige, on reconstitue le chantier après. C'est très compliqué parce qu'un chantier, c'est quelque chose de vivant, de mouvant.
Il y a énormément d'informations qui passent oralement, en réunion de chantier, au téléphone. Et donc, il y a une méthode à avoir pour s'assurer de la preuve. Et ce que tu expliques est vraiment idéal. C'est-à-dire, vous avez une demande, très bien, on la note, on met ça par écrit, vous avez un devis, vous signez et on exécute. Alors, je sais que dans la vie du chantier, c'est parfois difficile parce que ce formalisme-là peut prendre quelques jours et on n'a peut-être pas envie de stater le chantier pour forcer l'autre partie à signer l'avenant. Mais c'est justement là, avec la technologie, avec Virtuosa par exemple, mais je me dis, c'est quand même facile parce que tu as avec ton ordi portable ou ta tablette, tu fais l'avenant ou tu le fais au bureau, tu l'envoies, tu appelles le client, tu dis: «Signe-le parce que, je veux le faire tout de suite». Bah, il le signe ou il le signe pas. Enfin, c'est assez simple, j'ai l'impression. Mais effectivement, quand on est dans le feu de l'action d'un chantier, c'est peut-être pas si facile. Bah, c'est pour ça qu'il faut être outillé pour, et organisé. Et donc ça, c'est clair que, celui qui n'est pas organisé, celui qui administrativement est un peu plus faible, beh, après quand on doit rattraper le coup alors après ça si le chantier se passe bien, ça se passe bien, il y a pas de problème. Mais le problème, c'est toujours s'il y a une difficulté et qu'on va devant un juge et ou devant un expert et que l'expert est en train d'essayer de reconstituer le fonctionnement du chantier et qui dit: «Oui, est-ce qu'il y a des PV de réunion?» Parfois, il y en a pas. Vous avez dit que vous avez facturé ça en supplément, mais à quel moment est-ce qu'ils vous ont demandé? Pourquoi Ouais, on n'en a c'est pas? super, Et difficile. Ouais. et puis parfois, il y a des factures qui sont payées et après on revient dessus. Donc ça aussi, c'est un point, Mmh. Et qui tu n'est pas nécessairement Tout à évident. fait. Et tu parlais de méthode, tout à l'heure et chez Virtuosa, on a cette difficulté, c'est qu'on propose une méthode, en fait. Mmh. Il y a un logiciel qui est standard et par exemple, on a un devis, on fait signer le devis, enfin, le devis est accepté et après s'il y a un changement, une fois que le devis est accepté, on ne permet pas chez Virtuosa d'aller changer des lignes dans le devis qui est accepté. On doit faire des avenants avec des plus et des moins. Et nous, on est convaincus que c'est la bonne façon, Oui, c'est la mais bonne façon. certains entrepreneurs, se disent: «Oh bah, le gars ne veut plus faire ça, je vais le retirer du devis» et cetera. Mais j'ai pas encore craqué, mais on a quand même une pression de la réalité du terrain pour arriver ça. Mais voilà, je voulais avoir ton avis Ah non, là-dessus. non, il faut pas faire ça. Oui, tout à Parce fait. que le contrat de base, il est là et puis après on le modifie par des avenants. Donc s'ils veulent avoir un Excel à côté pour faire la mise à jour, pourquoi pas? Mais modifier le document de base, qui fonde toute la relation, ça moi je pense que c'est une mauvaise idée. D'autant plus que c'est quand même pas très compliqué d'avoir un avenant qui dit, on retire, vous vouliez une terrasse, on retire la terrasse, Moi, j'adore, c'est c'est dans pas la référence de l'avenant, mais suite à la réunion du 22 du 4, on a discuté de ça. Il y a ce qu'il y a en plus, ce qu'il y a en moins. C'est super clair. Mais c'est vrai que pour des devis, avec 2 lignes, le client veut plus qu'une ligne, j'en sais rien, c'est parfois il en a envie, mais on permet d'annuler, de revenir en arrière, enfin voilà. Ah ouais, super clair, c'est trop bien. Toujours dans le chantier, moi j'avais une question, par rapport au contrat de sous-traitance. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas parler comme si j'étais moi le sous-traitant, mais je suis l'entreprise générale, je sous-traite et j'ai envie qu'on parle, donc moi, en tant qu'entreprise générale, j'ai des obligations par rapport à mon client et quelles sont les obligations que je peux, transmettre, on va dire, à mon sous-traitant pour qu'on soit vraiment dans le même bateau, qu'on soit une équipe vers la satisfaction du client final. Et souvent, je trouve qu'il y a trop cette barrière il y a l'entreprise, générale, l'autre, c'est un truc rien à voir et quelquefois, beh, on est en fait, on n'a pas le même but et ça se ressent dans la qualité, dans le délai et ouais, cetera. ouais, tout à fait. Hem, Donc ça, ce sont des questions qui se posent surtout quand on va avoir des maîtres de l'ouvrage professionnels, qui vont éventuellement imposer à l'entrepreneur général des délais, des pénalités de retard aussi beaucoup. C'est souvent un problème, c'est la répercussion des pénalités de retard. Et donc, ce qu'on nous, on propose, c'est que dans les contrats de sous-traitance, il y ait des clauses qui importent toutes les obligations, qui sont convenues entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur général. Et éventuellement que le contrat peut être expurgé de certains éléments parce qu'on n'a peut-être pas envie de savoir combien on va gagner sur ce chantier-là, se retrouve en annexe du contrat de sous-traitance. Parce que c'est effectivement, c'est très important. Et on a parfois des entrepreneurs. Donc la plupart du temps, les sous-traitants sont quand même plus sous pression de l'entrepreneur général, mais on a
pour certains sous-traitants qui sont des grosses entreprises qui Ouais. ont des éléments très spécialisés, euh, qui vont imposer des choses à l'entrepreneur général. Et l'entrepreneur général, parfois, n'a pas le choix parce que ce sont les seuls ou, à fournir ça. J'ai quelques exemples de Mmh, chantiers pas concernant des, complètement. des- des piscines ou Tout à fait. vraiment des trucs très spécifiques. Et l'entrepreneur général va se retrouver coincé entre les deux. Entre d'un côté son maître de l'ouvrage qui va lui mettre de la pression et lui imposer des choses, et son sous-traitant, peut-être une multinationale ou une succursale d'une multinationale, qui va lui dire maintenant tu acceptes les conditions générales qui ont été rédigées par des Allemands ou des Américains, et basta. Et donc là, l'entrepreneur général prend un risque important. Donc le choix du sous-traitant, ouais, en dehors de ces cas où le sous-traitant est imposé, ça peut arriver aussi, où le sous-traitant est incontournable vu sa position sur le marché, il vaut mieux que s'il y a la possibilité, toutes les obligations du maître de l'ouvrage soient répercutées au sous-traitant. Comme ça, tout le monde est aligné Ouais, tout et à tout le fait. monde est dans le même bateau. Il y a un truc que j'ai pas réussi à enfin, je l'ai pas creusé, mais j'ai pas réussi à le craquer, quand j'avais mon entreprise. C'est, imagine, je construis une villa, j'ai, 650 € d'amende de retard par jour et puis je sous-traite, la mosaïque, un petit truc par un spécialiste, super compétent et je vais pas lui mettre 650 € d'amende de retard par jour Donc, et tu ouais, vois? Parce qu'il a peut-être un contrat à 5 000, moi j'ai un contrat à 1 million. ouais, ouais. Tu vois, c'est ça, comment estimer ça? Alors moi, je faisais, comme ça, je lui mettais 75 € ou 100 Ouais. € et puis dans le planning, je pouvais, peut-être récupérer enfin, c'est pas lui qui aurait eu un impact énorme sur le planning, en fait, c'est ça. Mais j'avais quand même envie qu'il soit conscient qu'on joue pas, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, enfin, c'est vraiment, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, l'impact énorme sur le planning. Donc, en matière de gestion de projet, il y a ce qu'on appelle le chemin critique, tout ce qui est bloquant. Et si tu as un sous-traitant qui intervient sur ce chemin critique, Exactement, bah, bah, c'est il ça, en faut fait. lui, il faut lui répercuter les Ouais, pénalités de la retard. réponse, c'est ça. Voilà. Trop bien. Ouais, Et exact. bon, effectivement, le gars qui fait la mosaïque sur le Ouais, côté, au pire, je peux la recommencer ou ouais, ça ne changera rien au chantier final. Ouais, exactement. Au niveau des assurances, quelquefois, bah, il y a un problème qui arrive, on se dit: «J'espère que je suis assuré». Au final, c'est quoi les assurances? Donc tu vois, chez Virtuosa, on a des clients qui sont tout seuls jusqu'à 100 personnes, peut-être un peu plus. On a peu de clients qui ont plus de 100 collaborateurs dans la boîte, mais c'est ça plus ou moins. C'est quoi les assurances où il faut pas se louper, il faut vraiment les prendre? ouais. Alors, il y a déjà une assurance obligatoire dans le chef de l'architecte au départ. Donc ça, c'est pour toutes les fautes de conception, l'architecte est couvert. C'est un corollaire, un pendant de la protection du titre de l'architecte. On peut pas tout le monde ne peut pas se dire architecte. Et depuis quelques années, il y a une obligation d'assurance pour une espèce d'assurance décennale pour certains chantiers qui concernent surtout le gros œuvre, pour les entrepreneurs cette fois-ci. Au-delà de ces 2 assurances obligatoires pour 2 intervenants majeurs du chantier quand même, il y a, d'autres possibilités, d'assurance qui peuvent être prises par différentes parties, essentiellement par l'entrepreneur, mais parfois par le maître de l'ouvrage également. L'entrepreneur, tous les entrepreneurs devraient en tout cas avoir une assurance, responsabilité civile qui va, couvrir un certain nombre, de cas. Alors l'assurance responsabilité civile va surtout couvrir les dommages, aux tiers ou les dommages causés, aux personnes ou aux biens aux alentours. Après, il y a certaines, assurances, mais dans des plus gros chantiers à ce moment-là, comme les assurances responsabilité décennale avec un contrôle à ce moment-là par un bureau de contrôle. Et protection civile, c'est ça, hein, que tu disais? Responsabilité Responsabilité civile, ouais. civile, pardon. Hem, c'est celle-là qui est en lien avec le chiffre d'affaires? Par exemple, je prends l'exemple d'une assurance. En fait, on a beaucoup de clients chez Virtuosa qui commencent petits et qui évoluent. Ouais. Ils prennent une assurance, je sais pas, qui coûte 1 500 balles parce qu'ils font, je sais pas moi, ils font 300 000 € de chiffre d'affaires. Puis ils passent à 2 millions, mais l'assureur, il sait pas ça. Et donc, en fait, il y a beaucoup plus de risques puisqu'il y a plus de chantiers. Donc tu as déjà eu ce cas-là, Alors, dans les grosses boîtes de construction, il y a souvent des responsables assurances qui sont tout le temps en train de négocier avec les assurances. Et donc dans ce type d'entreprise, il y a 2 grosses, 2 gros types de contrats, 2 grosses catégories. Il y a l'assurance au chantier, et donc là, on explique à chaque fois, on assure ce chantier qui a une valeur là de autant, ou alors des assurances qui vont couvrir tous les chantiers. Et donc ces assurances-là vont effectivement demander des informations sur le type de chantier, le chiffre d'affaires généré, et effectivement, ils ne vont pas réclamer la même prime
parce que ça va être en fonction du risque. Et concernant la sécurité de chantier, hem, moi j'ai déjà eu, le cas où ma sécurité de chantier est nickel et un ouvrier qui retire un truc pour avoir accès à quelque chose, il tombe. Est-ce qu'il y a une assurance pour ça? Ou c'est quelle assurance qui intervient à ce niveau-là, Alors, sur une catastrophe chantier, ouais. humaine? Donc il y a l'assurance, déjà pour ses employés, mais ça, c'est toutes les entreprises qui devraient avoir ça quoi, assurance au niveau du travail et puis la responsabilité civile peut intervenir. Par exemple, c'est bon l'exemple que tu donnes, un ouvrier à toi va retirer des barrières ERAS, par exemple et puis il y a quelqu'un d'autre qui va tomber. Donc ça, typiquement, l'assurance va intervenir parce qu'on a un dommage, Mmh, tout à fait. à un tiers Ouais, c'est ça. OK, donc c'est la et même assurance, il y a pas une assurance spéciale pour la sécurité de chantier? C'était vraiment une non, question que non, j'avais, non, non. en fait, c'est un cas d'usage que j'ai eu, et que j'ai eu, sur, 15 ans d'entreprise de construction. Je l'ai peut-être eu 3 fois, mais il était, horrible. C'était, dans une relation client qui se passe pas bien, hem et l'arrêt de chantier qu'on rêverait d'avoir, d'arrêter ce chantier. Donc tu as le client, qui est très spécial, qui qui met une pression énorme sur les hommes, qui appelle le conducteur à minuit. Enfin, c'est le truc vraiment, imagine l'enfer et tu es embarqué là, tu dis: «Waouh, je viens de passer 2 mois de chantier là, j'en ai encore pour 1 an». Heu, comment on peut, se barrer de ce chantier et voilà, et je sais que c'est difficile, mais comment on pourrait, conseiller nos entrepreneurs là-dessus? OK, ça, c'est difficile. Ouais. Alors, donc là, on parle d'un contrat et des modalités de rupture de ce contrat. Donc, quand, on est embarqué dans un contrat de ce type-là, un contrat d'entreprise, a priori, la fin du contrat, c'est l'exécution, la livraison du produit, fini et le législateur n'a prévu qu'un cas, outre la rupture pour faute, si quelqu'un commet une faute, mais je vais y revenir, n'a prévu qu'un cas de mettre fin au contrat par simple volonté, c'est pour le maître de l'ouvrage, pour les contrats à forfait. Donc si on a un marché à forfait, le maître de l'ouvrage peut mettre fin au contrat à tout moment, à condition d'indemniser de tout ce qui a été déjà effectué jusque-là. L'état C'est logique, d'avancement, il l'état doit le payer, quoi. d'avancement et le bénéfice manqué. Donc le bénéfice sur ce qui reste, la marge sur le reste. Et là, lui, à partir du moment où on a un marché à forfait, il peut s'en tirer Donc comme là, c'est ça. le cas, le client qui veut arrêter. Le client qui veut arrêter. Pour l'entrepreneur, il n'y a pas la même chose. Donc l'entrepreneur doit soit trouver une faute du maître de l'ouvrage, typiquement il ne m'a pas payé, et là, à ce moment-là, on interrompt le chantier et s'il y a une suspension du chantier pendant trop longtemps, on peut dire qu'on arrête, on met fin au contrat directement. Ou, dans certains cas, il peut y avoir des manquements liés à une absence de collaboration. Vous validez pas les états d'avancement, vous ne nous donnez pas les informations, vous ne nous donnez pas accès au chantier, vous devez gérer un autre entrepreneur et c'est vous qui gérez la coordination, c'est pas nous, vous ne le faites pas. Donc là, ce sont des fautes éventuelles qui peuvent mener à la rupture du contrat et on peut également prévoir, mais là, il faut le prévoir dans le contrat, la possibilité pour l'entrepreneur, cette fois-ci, de mettre fin à la convention. Ça, c'est très risqué et surtout quand on va parler à des maîtres de l'ouvrage, particuliers. Pour avec des professionnels, c'est encore différent parce que, a priori, l'entrepreneur ne peut pas, faire ça. Donc Ouais, on peut je comprends. l'organiser d'un point de vue contractuel, on peut essayer de l'organiser d'un point de vue contractuel, mais si on fait ça, en tout cas avec des maîtres de l'ouvrage particuliers, il va falloir prévoir des gros garde-fous et des contreparties très importantes. Mmh. Ouais, ou alors c'est dans une négociation et c'est plus dans la qualité de négociation de l'entrepreneur de pouvoir, moi j'avais réussi une fois à faire ça. J'avais exposé les faits et cetera. Je lui avais fait comprendre que c'était difficile pour nous et on est parvenu à toucher quelque chose de sensible où il a compris et il dit: «Bah, OK, si vous voulez plus». Mais les 2 autres, on n'a jamais pu se libérer et c'était vraiment très Mais, compliqué, quoi. c'est pas prévu comme ça, en tout cas Ouais, dans la OK. loi. Donc ça, Ouais. c'est vrai En que tant que professionnel, c'est vrai que on va dire si on l'aime pas, ouais, c'est pas très ouais, pro quoi ouais, de c'est ce ça. genre de relation, tout Mais à fait. même d'un point de vue, simplement contractuel, Ouais. le fait que la personne en face soit, compliquée ou difficile, est-ce qu'on peut quand même collaborer avec elle, y compris éventuellement en la recadrant, hein? À partir d'un moment où une personne, harcèle un conducteur, ben, ne pas le Ouais. faire. Ouais, tout à fait. C'est une infraction à la Ouais, c'est limite, ça. hein, c'est l'infraction Ouais. de harcèlement. Et on avait diminué le risque de ça, c'est en
c'est en rencontrant nos clients et en pensant à ce qui pouvait arriver et un peu analyser, et si on avait un risque pour les plus gros dossiers, on pouvait demander, peut-être 3 numéros d'anciens entrepreneurs. Mais c'est vrai que, tu vois, je vais vers un promoteur d'une cinquantaine d'années m'appelle, je ne l'ai jamais rencontré. Je me dis quand et il a 15 ans d'expérience dans la promotion. Je dis: «Mais pourquoi il vient vers moi?» Moi, en tout cas, quand je suis content de mes sous-traitants, je les garde 15 ans et là, c'était un red flag, de ça donc ouais, c'est peut-être plus en étant vigilant, je pense qu'on réglera ce problème une fois qu'on est embarqué, Une fois qu'on est on est embarqué, embarqué, quoi. on est embarqué. Ouais, ouais, C'est beaucoup plus compliqué, exactement. à ce moment-là, sauf à être vraiment dans la rupture pour faute. Mmh mh. Mais ce que tu dis est vraiment très, très bien, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas le choix. Et après coup, enfin, moi, dans les dossiers que je vois, je ne vois évidemment que quasiment que ceux qui disent qu'ils n'ont pas le choix ou qui finissent mal, en tout cas. Beh, je leur dis: «Ça vous aurait coûté moins cher de ne pas le prendre». Ouais, moi, j'ai des clients qui parfois s'embarquent, dans des méthodes de construction qu'ils ne maîtrisent pas, ils avec des entreprises, des promoteurs qu'ils ne connaissent pas et enfin, il y a des adversaires, je les ai rencontrés, en expertise ou quoi et je dis à mon client: «Mais c'est ça pue à 200 kilomètres, quoi. Comment est-ce que vous l'avez pas vu? Ah ouais, mais à ce moment-là, j'en avais besoin parce qu'il me fallait ça pour ce chantier, pour débloquer ce chantier-là, j'avais besoin de la compte sur ce». Voilà. Et On là, est on toujours a pris, ouais. dans Et là, c'est vraiment ça qu'on veut résoudre, les aider à prendre les bons chantiers. Mais du coup, il faut avoir le bon marketing, la bonne image et avoir des process de sélection, tout à fait. Là, on arrive quand même à la fin, du process d'un chantier. La réception de chantier, la facturation. J'avais une première question qui est super simple, c'est que beaucoup de nos clients ont des retards de paiement, heu ils se sentent, un peu impuissants par rapport à ça. Dans le contrat, il est mis, paiement à 15 jours et le client, il paye toujours à 45 jours. Enfin, comment on peut se retourner? Comment on peut se sensibiliser avant de peut-être mettre, une amende? ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu peux conseiller, Hem, Mmh. donc là, on peut prévoir contractuellement ce qu'on veut, mais effectivement, après, il y a la réalité du terrain et ce que nous, on constate, c'est que les factures en cours de chantier sont en règle générale payées et c'est souvent la dernière tranche, qui pose problème et parfois même on a des adversaires, maîtres de l'ouvrage qui sont spécialisés là-dedans et quand ils voient que le chantier est terminé ou qu'il reste quelques chochins à finir, ah bah, la dernière tranche de 5-10, c'est out, quoi. Voilà, négocier, quoi. Enfin, Ouais. on va trouver quelque On chose va à oui, à ce reprocher, moment-là, il y a bien une malfaçon ou l'autre, des indemnités de retard, on a rien, on a pas râlé pendant tout le chantier, puis tout d'un coup: «Ah ouais, mais non, vous avez 15 jours de retard, donc à 650 € du jour de retard», ça fait la dernière tranche. Donc ça, c'est malheureusement assez fréquent. Alors quelles sont les possibilités, pour des clients qui, payent en retard? Beh, à part faire pression en cours de chantier en disant: «Bah, on state tant qu'on n'est pas payé», ça c'est quand même c'est encore compliqué. Il y a l'affacturage, ou ce qu'on appelle le factoring aussi, où on revend des factures à des entreprises, il y en a quelques-unes en Belgique, il y en a pas c'est pas très répandu en Belgique, mais il y a quand même quelques entreprises. Donc où on vend sa créance, et on a un cash à l'échange d'un direct pourcentage, et quoi. on a une décote et puis, c'est à l'entreprise d'affacturage de se charger de récupérer et quelque part elle assume aussi le risque de non-paiement. Ça, c'est une possibilité, également. Moi, Hem, j'avais fait un truc, ça a fonctionné, mais je ne sais pas si c'est légal. J'avais mis dans le contrat un jour de retard de facture ouais. est un jour de chantier supplémentaire dans le délai Ah oui. et c'est vrai que, voilà, c'était comme ça et en fait, c'était génial, c'est que c'est quand même particulier d'expliquer ça à un client, mais quand on l'explique avant, en fait, à la signature du contrat, tout va toujours bien et donc ça il signait et donc quand il y avait un retard, à la réunion de chantier, on disait: «Bah, tiens, là, il y a est-ce que vous pouvez payer la facture parce qu'il y a du retard?» et en plus, c'est bête, quoi, ça fait du délai de chantier supplémentaire et tu vois, dans une négociation plus douce, mmh, voilà et ça fonctionnait quand même, parce que voilà et donc même les avenants aussi, si on parle un peu de retard, heu,
sur tous les avenants, on notait Virtuosa le permet naturellement, de noter les jours supplémentaires que représente chaque avenant. En fait, à la fin, on avait une colonne avec les jours de retard des intempéries, les jours de retard des avenants, les jours de retard des paiements Mmh. et souvent on avait des mois d'avance Ouais, et ouais. donc ça c'était vraiment confortable, en fait, on se faisait avoir comme ça une fois et puis on se disait: «Bah, on met le process pour que ça n'arrive plus». Hem, Ça C'est vraiment une très bonne idée. ouais, ça c'était vraiment cool et chez Fipo, Je enfin je dans pique ma je boîte pique l'idée. allez, dans ma boîte on faisait ça. Ouais, là c'est encore un cas que j'ai eu et Et c'est que légal, hein? Enfin, c'est légal? je Ah vois oui, pas c'était en ça tout la cas ceux question, c'est qui, bon. contractuellement pourraient Ouais s'y opposer. et donc parfois on dit: «Oui, prenez votre temps, de toute façon», Ouais, et donc ça faisait: «Waouh, je suis ouais. payé tout de suite». Oui, mais Heu, entre guillemets, ça résout le problème du délai de retard et ouais, donc s'il y a des amendes de retard, beh, comme tu dis, comme tu as des mois et des mois de bah, mais si c'est tu as rare. jamais d'amende de En fait, c'est retard. c'est lié parce que le particulier qui en fait, je pense, ce qui se passe, c'est la carotte pour, faire payer parce que le gars va devoir le payer donc va devoir payer cette facture, et là, c'est un incitant, quoi. Si je paye pas, c'est pas seulement, que je vais être gêné que de ne pas payer, c'est que ça va avoir des conséquences pour la maison, pour, mes bureaux, pour mon magasin, hem et le promoteur idem, il a des intérêts donc c'était indirect mais Ouais, ouais, non, mais c'est une bonne c'était idée. voilà. Après, est-ce que ça changera, la personne qui veut vraiment pas payer? Je pense pas mais Ouais et un autre élément pour le ne essayer de retarder ou mettre un coup de pression, ce sont les clauses de réserve de propriété. Donc on dit que tant qu'on n'est pas payé, la propriété n'est pas transmise. Donc ça, c'est tout à fait possible de, juridiquement, décaler le moment où on met en œuvre un matériau ou une machine, tout à fait, quelque chose comme ça et le moment où le transfert de la propriété se fait. et donc s'il y a un litige entre les 2, la propriété reste à l'entrepreneur Ça quand même? pourrait, ouais, tout à fait. Ça, Alors, c'est quand même puissant, ouais. concrètement, Mmh. aller regarder la propriété sur des briques, qui sont maçonnées, c'est compliqué. Mais, on a des clauses de réserve de propriété qui peuvent être actionnées, je sais pas, pour des pompes à chaleur, éventuellement des des portes ou des Ouais, c'est plus châssis des, ou, des accessoires, des équipements, accessoires, quoi. équipements, Ouais. ça, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre et c'est un beau moyen de pression également. Parce qu'on on a la clause de réserve de propriété et on peut aller l'exposer devant le juge. Mais à nouveau, quand on a maçonné la cave, on ne sait pas aller rechercher la cave, quoi. Tout à fait. C'est pas possible. Moi, j'ai eu un cas par rapport à ça, c'était, on construit une maison, on a, avec un parement en briques, et donc le truc, c'est qu'il y a eu un problème avec la brique. Il y avait des dépassants et cetera, suspendus avec des cornières corbeaux, enfin très particulières et on construit la maison, on a des réunions de chantier toutes les semaines, on monte la brique, on fait les parachements, on fait les peintures, on fait les abords, enfin voilà et réception du chantier. Il me dit: «Regarde, la cornière Kobo là». En fait, j'ai une soi-disant une malfaçon sur ça. Je suis d'accord que c'est un peu une malfaçon, mais l'architecte et le client qui étaient là toutes les semaines me dit ça 1 an, et 3 mois plus tard et je me dis: «Mais pourquoi on n'en a pas parlé?» Enfin même on en parlait de ce truc-là, et ça a été accepté. On n'en a pas reparlé dans les PV et donc enfin voilà, ils ont négocié 20 000 € que j'ai accepté pour passer à autre chose parce que je voulais plus en entendre parler. Mais quand même, c'est particulier, je pense aux entrepreneurs, même qui commencent, parce que là, j'avais de la trésorerie, j'étais pas à 20 000 € près. Mais quand tu commences, tu as un gen ce genre de client, c'est quand même particulier. Comment, Ouais, comment se protéger, l'interprétation de bonne foi, elle va dans les 2 sens. Donc si, il ne tombe pas il y avait un vice apparent, par exemple, Mmh. ici typiquement, Ah oui, on voyait, en cours de chantier et qu'on en plus, c'est quelque chose qui a été discuté, qu'il y a pas eu de demande ou de décision qui a été prise. Le fait sur de laisser aller le chantier sans prendre position par rapport à ça, en pleine connaissance de cause, peut être considéré comme de la mauvaise foi et donc à nouveau, c'est le genre de choses qu'on voit dans certains dossiers où on sait bien qu'il y a une malfaçon, un problème, ou il y a un problème quelque part. On va laisser traîner le bazar et comme ça, à la fin, on à la déduit, fin, quoi. on déduira ou on ne payera pas la dernière tranche parce que certaines personnes peuvent vivre avec des malfaçons et essayer de négocier un peu de Et c'était trésorerie. c'était une cornière à 8 mètres, qu'on voyait quasi pas. Enfin, en tant qu'entrepreneur, on n'aurait jamais accepté de laisser une malfaçon et de là, je me suis dit:
En fait, peut-être mon chantier, je le divise en 2 ou en 3. Et depuis que j'ai eu ce problème-là, je ne sais pas du coup si c'est légal, je faisais une mini réception du gros œuvre, puis, je sais pas moi, des abords, et en fait, ça divisait le problème et ça allégeait la lourde réception de chantier que j'avais à la fin qui était enfin, finalement, c'est quand même lourd une réception de chantier, et c'était beaucoup plus fluide Ouais, tout à fait. et on parlait de tout, tout de suite, et je sais pas si ça, c'est on peut faire ça? Oui. Donc juridiquement même, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec une réception provisoire et une réception définitive, Oui, ça d'office. mais en soi, il y a qu'une seule réception heu, qui est nécessaire, c'est la réception qui vaut agréation. Alors contractuellement, on la met à la provisoire ou à la définitive, mais c'est ça qui fait le point de départ pour les délais de responsabilité. Et donc rien n'empêche, vu qu'il y a déjà cette division entre réception provisoire et réception définitive, rien n'empêche, comme tu le dis, de faire plusieurs mini-réceptions. Et c'est même vraiment très intéressant, mais ça nécessite à nouveau une certaine organisation, une certaine logistique, parce qu'au fur et à mesure du chantier, il y a des choses qu'on ne verra plus. Tout à fait. Et donc, c'est super sécurisant pour l'entrepreneur de pouvoir produire ce PV de réception, par exemple de l'égouttage, avant que l'égouttage ne soit recouvert. Fantastique. Parce que là, on dit, l'égouttage était ouvert, l'architecte est venu, le maître de l'ouvrage, ils ont tous dit OK, on a rebouché, et puis on a remissionné dessus. Et donc, avoir cette gradation est vraiment extrêmement sécurisant. Je pense que c'est une super solution en fait, hein. Oui. Et en plus, quand il y a des corps de métier, parfois en entreprise générale, mais le client, s'il les portes et les fenêtres de menuiserie extérieure, j'ai mon cousin qui en met. C'est trop bien de faire la réception du gros œuvre avant, parce que lui, il va toujours trouver un problème, et on le réglera, hein, mais je me dis, c'est bien que tout soit carré, quoi. Quelque part, on obtient ça avec la validation des états d'avancement, parce que souvent, il y a des états d'avancement qui sont émis lorsqu'il y a des grandes étapes qui sont passées. Paiement, par exemple, ma fameuse brique, j'avais mis 100% sur mon état d'avancement à ma situation périodique, et donc ça vaut réception. Alors, ça pourrait valoir réception. Ça pourrait appuyer. Ça pourrait appuyer, oui, puisque, surtout quand on a une entreprise en face, puisque l'entreprise fait un paiement sans émettre de remarques. Et le fait de dire qu'il y a un grand décalage entre le moment où on a effectué un paiement sans remarque et le moment où tout d'un coup on a des remarques, alors que potentiellement on pouvait être au courant ou on devait être au courant, surtout quand on est un maître de l'ouvrage professionnel, qu'on a un architecte, etc., ça peut être problématique. Maintenant, on voit, enfin nous en tout cas on le met dans nos contrats, quand on fait des contrats pour les entrepreneurs ou pour les maîtres de l'ouvrage, pour les entrepreneurs par rapport aux sous-traitants, c'est que on dit que le paiement, la validation de l'état d'avancement n'a qu'un effet comptable, entre guillemets, n'a pas d'effet par rapport à la responsabilité ou à la réception, n'entraîne pas agrégation des travaux. Tout à fait. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas ce type de clause dans le contrat... Peut-être l'entrepreneur pourrait mettre l'inverse. Oh, l'entrepreneur pourrait mettre l'inverse. Quand on est de l'autre côté, on met l'inverse. Ouais, c'est intéressant ça. Et quand il y a dans le silence du contrat, en tout cas je trouve que ça se plaide. Vous avez payé, c'était visible. Peut-être s'il y a un PV de review de l'architecte, plus des visites toutes les semaines, et c'est 1 an et demi après qu'on dit que l'égouttage, il n'y avait pas la couleur du tuyau, c'est un peu différent. Trop bien. Eh bien, moi j'ai plus de questions, merci beaucoup. Avec plaisir. Je pense que ça va être vraiment utile à tout le secteur, tout ça. Ça va décompresser peut-être la pression qu'ils ont par rapport à toutes ces questions. Merci beaucoup, Alexandre. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir.